السلام عليكم، مرحبا بكم. ترحب جميع التلاميذ أولى بكالوريا وجميع التلاميذ الصعيد المغربي. تنشكرهم على نشر الفيديوهات السابقة الخاصة بالسكسي باك 1 2018 على الصعيد الوطني وعلى الصعيد المغرب الحبيب. تنحييهم من هذا المنبر هذا، تنشكرهم جزيل الشكر، وهذا شرف لي وتنفتخر به على المجهودات اللي قاموا بها لنشر الفيديوهات التعليمية الخاصة بالأولى بكالوريا باش كلشي يستافد. تنحييهم من هذا المنبر هذا، تنشكرهم جزيل الشكر، وتنحيي الطاقات الشابة المساهمة اللي أصلا أنا ما تعرفهمش، جنود الخفاء لنشر هذه الفيديوهات السابقة. الوغ مفاجأة للجميع إن شاء الله ابتداء من الأسابيع الأولى من نوفمبر سوف أباشر البث المباشر على الفيسبوك واليوتيوب دو سكسي باك 1، وهذا الشيء جاي من خلال الطلبات المكثفة ديال التلاميذ الأعزاء اللي طلبوا مني نقدم لهم لايف كيف السنوات السابقة. الوغ هاد السنة هادي غادي تكون متميزة ابتداء من الأسابيع الأولى ديال نوفمبر خصوص العطلة البينية. سوف أقوم بالبث المباشر على اليوتيوب والفيسبوك في القنوات الخاصة في اليوتيوب وفي القناة الخاصة في فيسبوك كرونوباك 2018 بالخصوص. غادي نشرح لكم ان شاء الله لابواط مارفاي كاملة باللهجة المغربية، ما غادي نقول فيها حتى شي كلمة بالفرنسية نهائيا باش كلشي يفهم وبطريقتي الخاصة ان شاء الله، هادشي ما نرجو. Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir mes chers élèves de première année de baccalauréat pour tout le Maroc. Alors, je vous remercie pour le partage des vidéos éducatives de Succès Bac 1 2018. Je vous remercie pour vos efforts parce que vous avez déjà distribué les vidéos dans vos lycées et dans vos classes et parmi vos camarades et vos amis. Alors aujourd'hui, on va voir ce que ce bac 1 présente pour vous. Cours vidéo de français profil de premier bac Maroc 2018. Alors au sommaire, on a déjà vu un rappel pour la vidéo précédente, surtout la 5e vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir résumé détaillé du chapitre 5 jusqu'à chapitre 8 en français. Bien sûr, explication en arabe petit peu. Et après, je vous propose des questions de compréhension. Et à la fin, un cours de langue intitulé tout simplement Champs lexicaux dans la boîte à merveilles. Alors on passe maintenant au résumé de la boîte à merveilles, chapitre 5. S'il vous plaît, suivez avec moi sur l'écran. Un mercredi, le frère particulièrement Clément, ça veut dire gentil, expliqua ses projets pour la fête d'Ashura à ses élèves. Rentré chez lui, le narrateur Sidi Mohamed trouva sa mère, Lalla Zoubida, absente en visite chez Lalla Aïcha, son amie. De retour, sa mère, Lalla Zoubida, raconta les malheurs de son amie, Lalla Aïcha, d'abord à Fatma, sa voisine de deuxième étage, puis à Rahma, sa voisine de premier étage, en faisant promettre à chacune le secret. Ça veut dire Fatma, Zoui et Rahma, ils doivent tout simplement se taire devant les autres femmes, ne révèlent jamais ce secret de Lalla Aïcha avec son mari Moulay. Alors tout à coup, des cris et des hurlements annoncèrent la mort de Sidi Mohamed Mental, le coiffeur du quartier.
imaginant le cortège du défunt, l'auteur, Ahmed Sfraoui, se souvient de l'histoire racontée par le père du narrateur, Sidi Mohamed, concernant Sidi. Il ne se souvient pas du nom vrai de Sidi, qui tenait boutique dans un souk très fréquenté. Alors je viens maintenant de lire et de vous expliquer le résumé détaillé de chapitre 5. Voici donc un résumé plus profond que celui-ci. Alors voici donc un résumé plus détaillé, plus profond. Alors ce mercredi, le maître d'école est heureux et gentil. Le maître d'école, bien sûr, c'est le frère. Avec les écoliers, avec ses élèves, la raison de son bonheur et de sa joie, et l'événement de la Shoah. Occasion pour la réfection de l'école et le nettoyage de l'école. Alors les enfants ou les écoliers sont libérés pour le reste de la journée. Le narrateur exulte. Cette joie est modifiée par l'absence de la mère, la Zubida, qui est partie avec la Aïcha, son amie. Lorsque la mère est de retour, elle chuchote aux voisines, Rahma et Bzouya, Fatma Bzouya, les soirs de son amie, la Aïcha. Moulay Larbi, c'est le mari de la Aïcha, ruiné par les procès rendus en faveur de son ennemi, son associé Abqal. Alors la Aïcha vend tous les bijoux et vend tous ces meubles qu'elle possède pour que celui-ci puisse s'installer dans un nouvel atelier. Alors c'est un sort de sacrifice pour elle. Au moment où la mère, la Zubida, achève la relation de son récit, un hurlement déchirant s'élève, une vieille esclave informe les femmes que Sidi Mohamed Montah, le coiffeur du quartier, vient de mourir. La mère va présenter ses condoléances à la femme du défunt. Sidi Mohamed l'accompagne, pleureuse, et de l'épouse endeuillée. Lorsqu'elle revient chez lui, le narrateur, Sidi Mohamed, songe à la mort et à long terme. Pour le consoler, le père, Malim al-Islam, lui raconte une histoire afin de lui faire comprendre que certains morts musulmans sont accompagnés d'anges au paradis. L'enfant sombre, pourtant dans une tristesse profonde. Il pense qu'il va mourir et se met à imaginer son propre cortège funèbre. Il s'endort en faisant des rêves. En se réveillant le matin, il est dispensé d'aller à l'école coranique. Il est gratifié d'un béni laissé de suivre ses activités journalières des femmes. Il s'occupe à réciter le Coran avec ardeur. Elle arrête sa psalmodie et sort sur le palier lorsque sa mère lui offre une chaînette de cuivre. Mais le chat amaigri de Zineb, c'est la fille de Rahma Idriss Laoued, lui vole la chaîne qu'il a nettoyée avec une grande application et s'enfuit, croyant que c'est la fillette qu'il a chargée de la lui voler. Elle se précipite alors sur elle. Une violente dispute éclate les deux ennemis, Zineb et Sidi Mohamed. Voici donc. Je viens maintenant de lire et de vous expliquer chapitre 5. Alors, ce que vous voyez, ce sont des questions choisies pour vous aider à mieux comprendre chapitre 5. Alors, on va commencer par la première question, numéro 1. Comment était le frère le mercredi? Est-ce maussade, taciturne, souriant, morne? Alors, comment était le frère le mercredi? Est-ce que maussade, taciturne, souriant ou morne? Alors, choisis parmi ces 4 propositions laquelle est juste. Qui sont les psalmistes? Qui sont les psalmistes? Les chanteurs soufis, les choristes religieux, les récitateurs du Coran ou les mendiants aveugles? Qui sont les psalmistes? Quand Zineb avait-elle réussi à pleurer?
lorsqu'elle reçut un gâteau de la main de la veuve, lorsqu'elle reçut de Sidi Mohammed un coup de poing sur le nez, lorsqu'elle vit toutes les femmes pleurer, ou lorsqu'elle vit gémir les enfants du défunt. Quand Zineb avait-elle réussi à pleurer? Par quel mot le narrateur désigna-t-il les femmes qui criaient dans la maison du mort? Sidi Mohammed ben Tahar. Les brayeuses, les rieuses, les pleurnichardes, les pleureuses. Par quel mot le orateur, Sidi Mohammed, désigna-t-il les femmes qui criaient dans la maison du mort? Qui était mort dans le quartier? Qui était mort dans le quartier? Sidi Allah l'épicier, Sidi Ali ben Tahar le menuisier, Sidi Mohammed ben Tahar le coiffeur, Audrice le teigneur l'apprenti. Qui était mort dans le quartier? Alors je répète encore une fois les questions. Comment était le frère le mercredi? Qui sont les psalmistes? Quand Zineb avait-elle réussi à pleurer? Par quel mot le narrateur désigna-t-il les femmes qui criaient dans la maison du mort, qui étaient morts dans le quartier? Alors on passe maintenant au chapitre 6, le résumé de la boîte à merveilles, chapitre 6. Voici donc les événements racontés dans ce chapitre, chapitre 6 de la boîte à merveilles. Voilà. Les préparatifs allèrent bon train en site, ça veut dire l'école coranique, pour la fête de l'Ashura, le 10 Muharram. Le frère ou le maître de l'école distribuait les travaux et forma les équipes. Le narrateur, Sidi Mohammed, fut nommé chef des frotteurs et se vanta devant ses parents de ses multiples exploits. Le matin suivant, il accompagna sa mère, Lalla Zubida, à la Kisaria, où il lui acheta un gilet cerise abondamment orné. Lalla Zubida fait encore des courses pour Kenza, la chouefa ou la voyance, et lui rapporta les quelques coudées de satinette noire. De retour chez lui, Sidi Mohammed se disputa toujours avec Zineb, la fille de Rahma et d'Idriss l'Oued, ce qui met fort colère sa mère. Le cœur gros, Sidi Mohammed, tourmenté par la faim, rêvant au jour, au prince reconnu et aimé, il offrirait des repas somptueux aux mondiaux. Entre-temps, on entendait Lalla Khadija chanter et Rahma raconta l'histoire du couple du Khadija, la jeune épouse, avec son vieux mari, l'oncle Uthman. Alors on passe maintenant, comme d'habitude, au chapitre 6, mais avec plus d'informations. C'est tout simplement une exclusivité sur Succès Bac 1 2018. Alors suivez avec moi avec attention et faites et prenez s'il vous plaît des notes si possible. 8 jours avant la fête de l'Ashura, 10 Muharram, le Msid ou l'école coranique est nettoyée et enduit à la chaux par les écoliers. Seuls les plus grands sont admis à cette tâche. Cela déçoit le narrateur parce qu'il était petit. Mais le jour suivant, il est nommé chef de l'équipe qui doit nettoyer le sol par le maître de l'école. Le soir, il revient à la maison fatigué mais se vante devant ses parents de ses exploits. Le matin, sa mère le retient d'aller à l'école coranique. Il compte l'emmener avec elle pour lui acheter les vêtements de la fête, l'Ashura. Il en sort de joie et se met à jouer au chevalier, au dresseur de temps. Après une courte réprimande,
Sa mère l'emmène avec elle. La Chouafa Kenza demande à la mère, la Zubida, de lui apporter du tissu. Chemin faisant, la mère rencontre une voisine de l'élève. Elle rapporte que l'homme le ruiné, Moulay Arbi, le mari de l'Aïcha, s'est remis sur ses pieds. Les éclats de tissu exposés dans les boutiques de Qessaria ravissent le narrateur. La mère achète une cotonnade blanche, un gilet pour le narrateur, puis une satinette pour la chouafa Kenza. En rentrant, le garçon fait des grimaces à Zineb, la fille de Rahma. Alors sa mère le bat. Elle éclate en sanglots. Abandonné dans un coin, il rêve de devenir prince galant et puissant. Mais pour ne pas déplaire davantage à sa mère, il mangea à contre-cœur la viande au naf. Au cours du déjeuner, il entend chanter Lella Khadija, l'épouse du vieux Sidi Othman, est sortie de bonne heure pour aller faire des commissions. À l'ajouter, elle a une foule de clients devant la boutique des bouchers. Impatient, le vieil homme, oncle Othman, jette des boutades désobligeantes au boucher. À ce moment, Othman donne un coup de pied à un chien qui s'approche de lui. La bête, c'est-à-dire le chien, s'empare des babouches qui saute et s'enfuit. L'homme poursuit le chien qui récupère son bien. De retour devant la boutique, il trouve le boucher et les marchands de légumes plongés dans le sommeil. Il revient chez lui sans provision et offre à sa femme, la Khadija, une rose pour la calmer. Cette dernière le maltraite. Alors, c'était donc la suite du chapitre 5, c'était donc chapitre 6. Alors, on passe maintenant aux questions. Allez, voilà. Voici donc les questions concernant chapitre 6. Quand le travail de rénovation de l'école a-t-il commencé? 8 jours avant la fête de l'Ashura, 8 jours avant la fête d'Aïd Adha, 5 jours avant la fête de l'Ashura ou 10 jours avant la fête de l'Ashura. Alors choisis donc la bonne réponse. La question B. Que décréta le maître ou le frère pour mettre fin au désordre? Seuls les petits étaient admis à passer les murs au lait d'eau chaude. Seuls les grands étaient admis à apporter de l'eau et de la zawiya. Seuls les grands étaient admis à laver le sol de l'école. Seuls les grands étaient admis à passer les murs au lait d'eau chaude. Bon, choisis donc la bonne réponse. Pourquoi le narrateur n'osait-il pas demander à sa mère de lui acheter une glace ronde comme celle de Zino? Pourquoi le narrateur n'osait-il pas demander à sa mère de lui acheter une glace ronde comme celle de Zino? Il avait peur que sa mère le dise à son père. Il avait peur d'être traité de garçon efféminé. Il avait peur de perdre son gilet rouge. Il avait déjà une glace carrée. Bon, choisis donc la bonne réponse. C'est pourquoi le narrateur n'hésite pas à demander à sa mère de lui acheter une glace ronde comme celle de Zénith. Comment le petit garçon s'imaginerait-il portant son gilet rouge le jour de la Shoah? Comment le petit garçon s'imaginerait-il portant son gilet rouge le jour de la Shoah? Comme le pacha de la ville, comme un marchand de la Thessalia, comme le frère de son école, comme un prince de légende. De quoi le chauffournier fit-il donc à l'école? De quoi le chauffournier fit-il donc à l'école? D'un âne chargé de toutes les provisions, d'une charge d'âne d'huile d'olive, d'une charge d'âne de chaux, d'un âne pour apporter de l'eau. De quoi le chauffournier fit-il donc à l'école? Alors la dernière question, dans quel état d'esprit la mère effectua-t-elle l'achat et la satinette noire?
Dans quel état d'esprit la mère effectuait-elle l'achat de la satinette noire? Elle était de mauvaise humeur, elle était de bonne humeur, il avait peur de ne pas avoir assez d'argent, elle était très inquiète. Bon, choisis donc la bonne réponse. Alors, je répète encore une fois les questions de compréhension du chapitre 6. Quand le travail de rénovation de l'école a-t-il commencé? Que décréta le maître pour mettre fin au désordre? Pourquoi le narrateur n'osait-il pas demander à sa mère de lui acheter une glace ronde comme celle de Zineb? Et comment le petit garçon s'imaginerait-il portant son gilet rouge le jour de la Shoah? Et de quoi le chauffournier fit-il don à l'école? Et la dernière question, dans quel état d'esprit la mère effectuait-elle l'achat de la satinette noire? Vous pouvez, s'il vous plaît, travailler en groupe ou individuellement pour répondre à ces questions de compréhension en choisissant parmi ces quatre la bonne réponse. Soit A, soit B, soit C, soit D. On passe maintenant aux événements racontés au chapitre 7. Nous sommes tous avec les résumés de la bataille merveille d'Ahmed. Mais maintenant, c'est chapitre 7. On a déjà terminé chapitre 5 et 6. Maintenant, c'est chapitre 7. Je vais vous raconter les événements racontés dans ce chapitre. Alors, suivez avec moi, s'il vous plaît. Vous pouvez prendre des notes au fur et à mesure pour que vous compreniez tout ça. Maintenant, je vais vous raconter chapitre 7. La veille de la Shoah, c'est-à-dire la veille de 10 Muharram, la fête de la Shoah. Les femmes du quartier s'achètent des bandirs et des tambours. Le père du narrateur lui offrait une trompette et Sidi Mohammed participa aussi à l'équipement d'illustres pour la nuit de la Shoah. Rentré chez lui, Sidi Mohammed apporta un brin de menthe à Kanza, la Chouafa, qu'il récompensa par une poignée de grains de sésame. Le père du narrateur, Malem Abslam, lui fit lui aussi part de son intention de l'emmener le lendemain chez le coiffeur. Une fois chez ce dernier, c'est Abdelrahman bavarda sans discontinuer avec oncle Hamad du mariage de Si Ahmed avec la fille de Si Omar le notaire. Alors Sidi Mohamed, le narrateur, se trouva mal et son père s'empressa de le faire sortir de la boutique. Voilà. Rentré chez lui, Sidi Mohamed joua et prit un bain. Le jour de la Shoah, le narrateur Sidi Mohamed met ses vêtements neufs et apporta 5 francs à un cierge au site. Ce dernier avait une allure féerique. Une fois chez lui, le narrateur mangea un repas de fête et c'est alors que Aïcha fit à la famille une visite surprise. Voilà tout concernant les événements au chapitre 7. Et comme d'habitude en exclusivité, voici d'autres informations concernant le chapitre 7 pour que vous compreniez tout ça. Voilà. Alors les préparatifs de la Shoah commencent. Alors les femmes du quartier s'achètent des tambourins et des mendirs. 2 jours avant la Shoah, le père achète au narrateur une trompette et ne tarde pas à faire résonner l'instrument Koli Koli Hamoussa, envoyé par le frère, vient le chercher. On a besoin de lui pour l'équipement d'illustres. Les écoliers s'activent à la besogne comme des fourmis. Ils terminent le travail avant le coucher du soleil et retournent chez eux. L'enfant, c'est Mohamed, trouve sa mère, la Zobida, ennuyée car le pétrole de la lampe s'est épuisé. Elle prie Driss Lawad, le mari de Rahma, de lui en apporter. Cette nuit, le garçon dort bercé par son bonheur. Son père lui fait part de son intention de l'emmener avec lui demain au souk pour qu'il choisisse ses jouets. Le matin, après le repas, le père et son fils partent vers le souk. Ils achètent des jouets, un cierge avant de se rendre chez le coiffeur. Le narrateur n'aime pas cette personne diabolique qui les circoncierait un jour. Il y a des clients qui viennent demander au barbier des remèdes pour leur maladie. Alors ce coiffeur s'appelle Abdelrahman.
Après de longues discussions et la saignée d'un client, le coiffeur rase la tête du narrateur et lui blesse. De retour à la maison, le garçon mange vite afin de pouvoir jouer avec Zineb et d'autres enfants jusqu'au coucher du soleil. C'est l'occasion de la fête de la joie. Après un bain de l'heureux, il mange et s'endort. À 3 heures du matin, sa mère le tire du sommeil d'où il s'habille des vêtements neufs et se dirige vers le site pour l'école coranique et se chausse de ses babouches neuves. Dans la rue, le père lui donne 5 francs et un cierge pour le frère. Dans le site éclairé, les écoliers psalmodient le Coran avec ferveur. Aujourd'hui, il fête la Shura le 10 Muharram. À cette occasion, le frère accorde à ses disciples 3 jours de vacances. Après le déjeuner de la cour, duquel il s'est réglé de gâteaux, le père emmène avec lui le narrateur au sanctuaire Moulay Idriss pour accomplir des prières. L'enfant passe l'après-midi à écouter les récits sans tête ni queue de l'Aïcha, qui rend visite à sa mère. Elle dit que les affaires de son mari prospèrent. Au moment où la visiteuse veut lui confier un secret, la mère envoie son fils jouer sur le terrasse le soir et la femme part. Alors, regardons ici, voici donc les questions concernant chapitre 8. Alors, la lettre A. Alors, question A. Alors, que voulait dire se marier selon le coiffeur? Que voulait dire se marier selon le coiffeur? Le coiffeur, c'est Abdelrahman. Passer de charmantes soirées avec une jeune et jolie femme, se conformer à la religion musulmane, donner à sa mère l'occasion de se reposer, puisque tout le travail sera fait par la jeune épouse, ou créer des liens de parenté avec une autre famille et avoir des enfants capables d'aider les parents dans la vieillesse. Alors, que voulait dire se marier, entre guillemets, selon le se passer de charmantes soirées avec une jeune et jolie femme, se conformer à la religion musulmane, donner à sa mère l'occasion de se reposer puisque tout le travail sera fait par la jeune épouse, pour créer des liens de parenté avec une autre famille et avoir des enfants capables d'aider les parents dans la vieillesse. Alors, quel instrument de musique avait Zineb? Quel instrument de musique avait Zineb? Un minuscule tambourin, un minuscule rabab, un minuscule mizmar, un minuscule violon. Est-ce que quel instrument de musique avait Zineb à l'occasion de la fête de l'Ashura? Est-ce que c'est tambourin? Est-ce que c'est rabab? Est-ce que c'est mizmar ou violon? Qui était Sidi Ahmed, le fils de l'Hajj Azouz Barrada, le marchand de thé, le fils de l'Hajj Al-Arabi Ammara, le marchand de thé, le fils de l'Hajj Allal Shraibi, le marchand de thé, ou le fils de l'Hajj Ali Al-Amrani, le marchand de thé. Alors, qui était Sidi Ahmed? Alors, quel imprévu changea le programme prévu pour l'après-midi de la Shoah? Quel imprévu changea le programme prévu pour l'après-midi de la Shoah? L'arrivée inattendue de l'Aïcha, la dégradation de la santé de Zubida, la dégradation de la santé de Sidi Mohamed, ou les départs inattendus de Ma'alem Abslam. Bon, alors si vous avez bien lu chapitre 5, pardon, chapitre 8, non, chapitre 7, ce sont des questions concernant chapitre 7. Que voulait dire, que voulait dire se marier selon le coiffeur? Quel instrument de musique avait dit, quel instrument de musique avait Zineb? Qui était Sidi Ahmed? Et quel imprévu changea le programme prévu pour l'après-midi de la Shoah? Alors cherchez s'il vous plaît les réponses et après on va corriger dans les prochaines vidéos. Alors on passe maintenant au chapitre 8. Voici donc les événements racontés à ce chapitre. On va commencer avec l'arrivée de la chaleur, ça veut dire la saison d'été. Les mouches firent leur apparition dans la maison du narrateur
où la mère les chassait à grands coups de torchon. Le Msid fait déménager dans un petit sanctuaire, ce qui améliorera l'aptitude d'apprendre de Sidi Mohammed. Un lundi, le père du narrateur annonça son intention d'emmener sa femme et son fils au souk de bijoux pour acheter à sa femme des bracelets soleil et lune. Accompagnée de Fatma Zouya, la famille du narrateur arriva au souk des bijoutiers. Le père du narrateur, qui voulait corriger le courtier malhonnête, se disputa avec lui et disparut dans la foule des bêtes. Sa famille rentra en pleurs pour attendre la fin des événements. À son retour, le père, Malam Aslam, apporta les bracelets dont sa femme n'en voulait plus, argant qu'ils vont attirer le malheur sur son foyer, sur sa maison. Après ces malheurs, Lalla Zubida reçut la visite de l'élève. Il lui raconta les démêlés avec le lait et compatit au malheur de son âme. Sidi Mohammed rendit malade par souci tragique, on devint véritablement malade. Comme d'habitude, voici donc un résumé détaillé de ce chapitre 8. C'est la fin de la situation initiale. Alors, les préparatifs de la Shura commencent. Les femmes s'achètent des... Pardon, c'est ce chapitre... Excusez-moi, chapitre 8. Je me suis trompé du chapitre, désolé. Alors, chapitre 8. Les insectes envahissent la maison à cause de la chaleur. Les écoliers n'étudient plus dans le... Ils déménagent dans un petit sanctuaire abritant la tombe d'un saint, se tiennant loin. Alignés derrière le fqih, ou le maître de l'école, ils font leurs prières dans ce lieu. La bienveillance inhabituelle du maître et le changement du décor ont un effet avantageux sur le narrateur. C'est Mohammed. Le père, Malam Aslam, est fier de ses progrès, mais l'enfant ne désire pas devenir un savant ou un alim. Il apprend studieusement uniquement pour faire plaisir à ses parents. Au cours de la récitation, son imagination est railleuse. Un lundi, le père annonce son intention de se convertir dans la fabrication des haïks, à la place des djellab. Alors le déjeuner fini, l'enfant est préoccupé par la comparaison des bijoux aux fleurs, comparaison qui fait rire ses parents. Il plonge dans une réflexion sur les fleurs et les bijoux. Pendant ce temps, sa mère échange des propos avec Fatma Bzouya, sa voisine de sa deuxième étage. Après la prière de l'Asr, le père emmène sa femme, Fatma Bzouya, et son fils au souk des bijoutiers, dans le but d'acheter des bijoux à sa femme. Le père, Malam Abslam, se dispute avec un coursier ou un dillel. Ayant perdu les traces du père, le narrateur, sa mère et la voisine Bzouya, Fatma Bzouya, rentrent à la maison pleureuse. Lalla Zubida et son fils pleurent en attendant le retour de Si Abslam, le père. À la tombée de la nuit, Malam Abslam revient apportant les bracelets. La mère les considérait comme un signe de mauvais augure. Ça veut dire défavorable, mauvais signe. Il reçoit un contre-cœur. Cette nuit, le narrateur fait un cauchemar. Lorsqu'il se réveille le matin, le père le dispense d'aller au site. Il garde le lit toute la journée. Laila Aïcha vient leur rendre visite après que la mère a abandonné la mésaventure du souk, ça veut dire la bijoutier. La visiteuse m'informe que son mari l'a abandonnée et épousé la fille du coiffeur, c'est Abrahman. Soudain, le narrateur se sent mal et s'endort. Tu me suis? On passe maintenant aux questions de compréhension concernant ce chapitre. Comment le narrateur considéra-t-il le rire de ses parents à propos de sa comparaison entre les bijoux et les fleurs? Oh, comme une indélicatesse, comme une amabilité, comme une générosité, comme une politesse. Alors, choisis donc la bonne réponse. Comment le narrateur considéra-t-il le rire de ses parents à propos de sa comparaison entre les fleurs et les bijoux? Comme une indélicatesse, comme une amabilité, comme une générosité, comme une politesse. Qui était la seconde épouse de Moulay Abi? La fille de Sidi Mohamed ibn Taha, le coiffeur, la fille de Hajj Omar, le marchand de thé, la fille d'Idriss Laoued,
le fabricant du charrue, la fille d'Abdrahman, le coiffeur. Alors, que désira Zoubida quand son mari fasse des nouveaux bracelets? Que désirerait Zoubida quand son mari fasse des nouveaux bracelets? Les confier à un bijoutier pour le polissage, les revendre, les échanger, les cacher dans son atelier. Pourquoi les bijoux d'Issouk ne ressemblaient-ils pas aux fleurs? Pourquoi les bijoux d'Issouk ne ressemblaient-ils pas aux fleurs? Elles étaient incrustées de faux diamants, ils n'étaient pas en or, c'étaient des bijoux de tous les jours, elles avaient été fabriquées sans amour. Alors, quel type d'homme souhaitait être le narrateur dans ces heures de rêve? Un homme raffiné, robuste, astucieux, astucieux et distingué, un homme simple, robuste, vif et tendre, un homme raffiné, robuste, vif et tendre, un homme modeste, robuste, sobre et angélique. Qu'est-il arrivé à l'âge? Qu'est-il arrivé à l'âge? Son mari l'a abandonné pour épouser une seconde femme. Son mari l'a abandonné pour aller accomplir le pèlerinage à la Mecque. Son mari l'a abandonné pour aller s'installer dans une autre ville. Son mari l'a répudié pour faire plaisir à sa mère. Et à la fin, à quoi le narrateur compara-t-il le souk des bijoutiers? À une foire, au souk des animaux, à une fourmilière, homicide le jour de la Shoah. Alors choisis donc bien sûr la bonne réponse. A. Comment le narrateur considéra-t-il rire de ses parents à propos de ces comparaisons? B. Qui était la seconde épouse de Moulay Arabi? C. Que désirerait Zubida que son mari fasse de nouveaux bracelets? E. Pourquoi les bijoux du souk ne ressemblent-ils pas aux fleurs? F. Quel type d'homme souhaitait être le narrateur dans ces heures de rêve? G. Qui est-il arrivé à l'Aïcha? Et H. À quoi le narrateur compara-t-il le souk des bijoutiers? Choisissez donc la bonne réponse parmi ces 4 propositions et je vous souhaite une bonne réussite. Alors voici donc un cours de langue intitulé tout simplement les champs lexicaux dans la boîte à merveilles. On va commencer par une explication détaillée concernant les champs lexicaux. Je vous donne ici une définition tout à fait claire. C'est quoi donc un champ lexical? Qu'appelle-t-on champ lexical? Ou champ lexical? C'est pluriel. Un champ lexical est un ensemble de termes, de verbes, de noms, d'adjectifs et d'adverbes qui se rapportent à un même thème. Un champ lexical est un ensemble de thèmes, verbes, noms, adjectifs, adverbes qui se rapportent à un même thème. On trouve soit des mots, soit des verbes, soit des noms, soit des adjectifs, soit des adverbes qui ont relation avec un même thème. D'accord? C'est ça ce qu'on appelle un champ lexical. À quoi sert le repérage d'un champ lexical? On sait déjà que ça veut dire champ lexical. Maintenant, une question. À quoi sert le repérage d'un champ lexical? À quoi sert? Alors, son but ici pour identifier le thème d'un texte, soit tragique, ou un registre, soit tragique, soit épique, soit lyrique, soit comique, etc. Alors, pour identifier soit le thème d'un texte, le thème peut-être l'enfance, peut-être la mort, peut-être la vie, peut-être la femme, peut-être la religion. C'est ça ce qu'on appelle le thème d'un texte. Son registre, il est souvent utile de repérer le ou les champs lexicaux qui le dominent. C'est-à-dire à quoi sert le repérage d'un champ lexical? Pour identifier soit le thème, soit le registre, etc. Alors la coexistence ici, c'est une petite remarque. La coexistence dans un même texte de plusieurs champs lexicaux, qu'est-ce qu'il crée? Il crée des effets d'unité ou au contraire de contraste. Des unités, c'est ça ce qu'on appelle les unités. Et de contraste, qui renforce le sens d'un texte. Alors, on en vient d'expliquer que ça veut dire un champ lexical, c'est un ensemble de termes, verbes, noms, etc. qui appartient à un même thème.
On sait déjà à quoi sert le rappelage d'un seul lexical pour identifier soit le thème d'un texte ou son registre, et on sait que la coexistence dans un même texte de plusieurs champs comme ça, plusieurs champs lexicaux, soit créer des effets soit d'unité ou de contraste. Ça veut dire tout à fait opposé, qui renforce le sens d'un texte. Alors maintenant, on passe à vous donner quelques exemples du champ lexical dans la boîte à merveilles. Commençons par le champ lexical de la mèche. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le rêve, on trouve un domaine fabuleux, on trouve une féerie grandiose, du puissant invisible, ces mystères, ce sont des exemples de la magie. Le champ lexical de la magie, peut-être le rêve, peut-être domaine fabuleux, etc. Ce sont des mots ou des termes qui appartiennent au champ lexical de la magie. Alors, deux, le champ lexical de la beauté. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve magnifique, on trouve lumière, on trouve fleur, on trouve parfum. Parfum. Le champ lexical de la promiscuité, on trouve un grouillissement de tête, rasé, de nez humide, un vestige de vocifération de versets sacrés, etc. Le champ lexical de la répulsion et de l'impureté, voilà. Soit une vague appréhension, mon carte, un sentiment de malaise, de corps humide, je n'aime pas, une odeur de péché, une espèce d'impudeur, un certain trouble, la proximité. Le champ lexical de l'abattement au désespoir, on trouve par exemple plus seul que jamais, c'était bel et bien l'enfer, les personnages de cauchemar, tremblant de fièvre et de peur, m'anéantir. On continue. Le champ lexical de l'horreur, on trouve des femmes échevelées, menacées de me crever les yeux, m'envoyer au visage les pires injures, m'embalasser à travers la fenêtre, je m'enfoncer lourdement dans le vide. Le champ lexical du bruit, on trouve appelé à grands cris, gémissez, supplier, vitupérer, les voix monter, un délire sacré. Alors tous ces termes, tous ces mots appartiennent au champ lexical du bruit. Maintenant, le champ lexical d'amour ou de la haine, on trouve soit l'aime, le déteste. C'est ce qu'on appelle contraste. Amour ou haine, ami ou ennemi, c'est ce qu'on appelle le contraste. Le sage et le menteur, le poète hypocrite, le voyant, le sorcier. Et un champ lexical opposé, ne me parle pas, Gisèle, Mossad, un peu aussi, ils avaient perdu leur pouvoir, devenaient méfiants secret, grandit, se dilata, allez de rêve, sur un de lumière, et d'étoffe précieuse, changer en princesse, parler douce, mais oui, mais raffinée. Bon, tout ça c'est des exemples. Je viens de terminer le cours d'aujourd'hui avec les champs lexicaux de la boîte à merveille, mais prochaine, oui, prochaine. Qu'est-ce qu'on aura sur Succès Bac 1 2018? Qu'est-ce que vous entendez sur Succès Bac 1 2018 prochaine? Alors, pour vous expliquer, voici donc le sommaire. Prochainement, on aura une vidéo qui peut résumer tout ce qu'on a déjà vu. Un rappel. On va voir des réponses, bien sûr, des questions, etc. Un rappel de ce qu'on a déjà vu. Analyse et résumé du chapitre 9 jusqu'à chapitre 12. Alors donc, c'est la fin de la boîte à merveille. Analyse et résumé du chapitre 9 jusqu'à chapitre 12 avec un résumé général bien expliqué et bien détaillé. On aura bien sûr des questions de compréhension pour chaque chapitre. Chapitre 9 et 10, 11 et 12. Et après, ce que vous attendez tous, un cours de langue très important et un peu difficile, le discours rapporté. On va vous expliquer clairement le discours direct, le discours indirect et le discours indirect libre. Alors, prochainement, un rappel de ce qu'on a déjà vu, sous forme d'une vidéo unique, pour vous bien sûr, analyse et résumé des derniers chapitres, chapitres 9 et 12, jusqu'à 12, les derniers chapitres de la boîte à merveille, avec un résumé général et plus détaillé,
On aura bien sûr des questions de compréhension avec leurs réponses, puisque c'est le dernier chapitre. Et à la fin, on aura le discours rapporté comme un cours de langue. Le discours rapporté, le discours direct, le discours indirect, et le discours indirect libre et toutes ces transitions entre ces trois. C'est avec vous, Monsieur Youssef Delem, de Succès Bac 1 2018. Je vous remercie pour le partage de vidéos avec vos amis dans tous les lycées du Maroc. D'accord. J'aimerais que ces vidéos soient bien vues dans tout le Maroc. C'est tout à fait gratuit. Alors, au revoir à la prochaine. Merci de votre attention et merci de votre participation.